peu comment ça se fait. Là, la notion de culture nationale pour le 19e, 20e, 21e siècle, elle éclate parce qu'on a des produits qui sont tellement hybridés que, bien sûr, il y a des nations, bien sûr, il y a des États-nations, etc. Mais la notion de culture nationale homogène, effectivement, elle ne tient plus la route en tant que telle. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'interprète pas en termes nationaux, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais entre le discours et la réalité des objets eux-mêmes, il y a souvent disons, un tel hiatus que ça pose un problème. Est-ce qu'il faut encore appeler ça des cultures nationales? J'ai pas de terme de substitution d'ailleurs, c'est une question que je me pose. Mais voilà, quand on voit ces phénomènes d'hybride, on se dit, voilà, et alors évidemment, après, là aussi, il y a une échelle de Richter avec des pays qui sont plus ou moins exposés à ce type d'hybridation, mais il y en a quand même qui sont tellement hybridés, à commencer par les États-Unis eux-mêmes. Hein, parce que je suis désolé, mais quand on parle pour reparler d'Hollywood, qui est quand même le symbole de la culture américaine, mais si vous prenez l'histoire d'Hollywood, d'abord, tous les fondateurs des grands studios hollywoodiens, c'est tous des juifs immigrés d'Europe de l'Est. Tous, quasiment tous. Et qui d'ailleurs étaient accusés d'être un-American au moment où ils ont commencé à faire du cinéma de masse aux États-Unis. Donc, ça pose. Et puis, le dernier lauréat des Oscars, d'ailleurs il a dit lui-même, Guillermo del Toro, je suis un immigré. Et le recordman des Oscars à Hollywood, c'est Alejandro Iñárritu, qui est mexicain aussi. Donc, et là on pourrait faire toute la liste depuis le début du cinéma américain jusqu'à aujourd'hui. C'est un produit transnational dès le départ. Et le dernier juif américain est ostracisé par l'Amérique, mais adoré au Nord. Oui. Et en plus, mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a c'est en ça que je disais que, voilà, que le terme de culture nationale est pas pertinent vraiment pour. Je vais donner la parole dans un instant, François, mais je me demande si, justement, l'une des clés de compréhension de ces difficultés qu'on a à essayer de voir s'il y a une homogénéisation ou pas, ça ne tient pas précisément à l'échelle d'observation à laquelle on se place, d'une part, et disons à la discipline dans laquelle on s'inscrit. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand on raisonne à un niveau macro, qui est souvent celui de l'économie politique, on se place du côté plutôt là, des phénomènes de production, de diffusion de masse, et là on se dit effectivement il y a une domination américaine évidente sur beaucoup d'aspects, enfin, les grandes multinationales, les GAFA, etc. sont américains. Bon. Quand on descend à une échelle micro, l'échelle véritablement des pratiques, des sociabilités, comme tu dis, et qu'on adopte une démarche qui serait plutôt de nature anthropologique que d'économie politique, et là on s'aperçoit au contraire, on est frappé par la diversité des usages, par la diversité des appropriations, par la singularité véritablement des rapports qu'on a avec notamment les produits de l'industrie culturelle. Et là, on est au contraire donc, dans une autre vision de la mondialisation. C'est-à-dire on est beaucoup plus là frappé par la fragmentation, la segmentation, l'individualisation, que par la massification, la standardisation, l'uniformisation qui existe aussi, mais du point de vue de la production de la diffusion. C'est toute la différence entre le point de vue de l'économiste qui va vous parler de la globalisation en prenant uniquement la mondialisation de l'économie, et puis... Là, il y a une concentration effectivement. Oui, effectivement, là, il faut quand même... et le culturaliste qui va au contraire mettre l'accent sur d'autres choses. Et en fait, les deux ne sont pas forcément connectés. Ils le sont évidemment par certains côtés, mais la culture n'est pas indexée sur l'économie, en tout cas pas forcément. Alors qu'effectivement, les économistes vont avoir souvent des raisonnements un peu rapides, un peu simplistes, en disant voilà, puisque l'économie fonctionne comme ça, tout fonctionne comme ça, l'économie est mondialisée, donc la culture est mondialisée aujourd'hui et fermée. Or, pour moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, je voudrais juste reprendre ce que tu as dit, parce que j'y crois assez. C'était la deuxième partie de l'intitulé. Est-ce que assiste-t-on donc à une sorte d'homogénéisation culturelle à travers ces cultures au monde développées par les industries culturelles? Bon, moi j'avais dit d'emblée que j'y crois pas, je ne crois pas à l'homogénéisation du monde. Je crois plutôt donc, à ce que, à un moment, Laurent a formulé, que aujourd'hui, il y a à la fois un processus qui est uni, qui est dialectique entre l'uniformisation, convergence, et puis la différenciation. Et de ce processus résulte donc ce qu'on a appelé la glocalisation, ce mélange du local et du global. Et donc, c'est pour ça que je crois que
chaque fois qu'il y a une avancée des industries culturelles, chaque fois qu'il y a une avancée des processus homogénéisateurs, se recréent derrière des processus donc, de singularité, de différenciation. C'est pour ça que finalement au XXIe siècle, je ne sais pas si ce seront des cultures nationales, mais T.S. Eliot, l'écrivain anglais, avait dit, bon, il l'avait dit dans les années 30, il avait dit, bon, la fin du XXe siècle, le grand phénomène culturel, ce sera l'explosion des cultures régionales. Alors moi je dirais que, je ne sais pas si c'est les cultures régionales, mais je dirais plutôt des cultures locales, et au XXIe siècle, les cultures locales, ce seront les cultures nationales. Donc le XXIe siècle, à mon avis, ce sera un grand moment d'affirmation des cultures nationales, mais des cultures nationales travaillées par ces flux donc, qui ont une dimension certainement uniformisatrice, mais qui sont retraduits par, localement par des acteurs, qui s'approprient donc ces flux donc, globaux. Donc il me semble que derrière les grandes angoisses, parce que la grande angoisse effectivement c'est l'angoisse du sens. Qu'est-ce que ces cultures mondes apportent comme sens? Je crois que à cette angoisse de la signification, les acteurs locaux y répondent en s'appropriant ces contenus de masse, ces flux globaux, en les retraduisant localement à leur façon. Bon, je prenais un exemple, parce que ça m'avait beaucoup plu cet exemple, tout est dans les exemples évidemment, c'était par exemple comment la pop coréenne suscitait des enthousiasmes incroyables dans des endroits les plus étranges. Donc, il y avait un article qui avait étudié comment en Égypte, des jeunes Égyptiens donc, devenaient des fanats de pop coréenne. Des jeunes de La Paz, la partie populaire de La Paz. La Paz c'est en haut, Lo Alto qui est à 3000 mètres, et puis il y a le La Paz riche qui est à 1000 mètres plus bas. Mais c'était dans les banlieues du La Paz populaire que l'amour pour la pop coréenne avait un engouement incroyable. Le troisième exemple, des jeunes filles maghrébines voilées de Seine-Saint-Denis qui se prenaient de passion pour la pop coréenne et en général pour la Corée et qui allaient s'inscrire à l'INALCO pour faire des études Paris 3 aussi. Et donc, voilà, alors donc vous voyez, la pop coréenne, ça paraît vraiment un produit très uniformisateur, vraiment typique des industries culturelles, a priori pas très riche, mais en fait, l'appropriation est extrêmement locale et à chaque fois extrêmement singulière. Donc il me semble que c'est ça en gros, le gros de la... Bon, moi je dirais, pour résumer, pour simplifier, c'est le gros de l'interprétation de la mondialisation culturelle. Ce phénomène se poursuit, tendance à la convergence et tendance à la différenciation. C'est l'importance notamment des médias, des télécommunications, la circulation des images et des sons était notamment au cœur de l'analyse de quelqu'un comme Pablo Rai sur, il avait forgé ce terme de médiasphère, médiascape, pour montrer finalement qu'à travers ces outils de communication et de télécommunication, se créer précisément, se recréer des communautés. Alors lui, il parlait surtout des communautés diasporiques, notamment du fait que des populations parties à l'étranger pour une migration de travail continuer d'avoir des liens avec leur pays d'origine grâce à ces moyens de télécommunication et du coup créer une sorte de culture hybride précisément entre la culture d'origine et la culture d'accueil à travers ces moyens de communication. Ça me paraît effectivement central dans cette mondialisation culturelle que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire la façon dont finalement à travers ces outils de communication se créent de nouveaux types de culture. De l'ici et de l'ailleurs. Parce que c'est intéressant l'exemple des immigrés. Il y a eu un travail très important d'un sociologue qui a beaucoup travaillé avec Pierre Bourdieu, qui s'appelait Abdel Sayak, Sayak. Et Sayak avait écrit un livre dont le titre dit tout, c'est l'absence. Voilà. L'immigré, donc il travaillait sur les immigrés maghrébins des années 60-70. L'immigré algérien, il n'est ni d'Algérie qu'il a quitté, avec qui il n'a plus vraiment de lien, et il n'est pas vraiment français,
forcément bien intégré, donc il n'est ni ici ni ailleurs. Aujourd'hui, avec les médias numériques, l'immigré, effectivement, avec Skype, j'ai appris ça de mes étudiants avec WhatsApp, c'est maintenant WhatsApp, l'application clé, donc je leur ai dit que c'était Skype, ils m'ont dit mais vous ne connaissez rien du tout, donc bon. Aujourd'hui, avec donc le numérique, l'immigré, il peut chaque jour garder le contact avec son pays d'origine et effectivement être d'ici, il est de France, mais aussi il est d'ailleurs de son pays d'origine avec qui il garde le lien. Donc ça c'est donc ce côté ici et ailleurs, bon, c'est local, donc il me semble effectivement la dimension la plus intéressante, peut-être la plus forte, je ne dis pas que c'est la seule, mais c'est la dimension peut-être la plus forte pour interpréter la mondialisation culturelle. Et effectivement, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que la figure du migrant, du coup, devient une sorte de nouveau paradigme de ces identités à trait d'union. On voit ça chez Alibaba, on voit ça on voyait ça aussi chez Edward Said, hein, qui avait théorisé justement ces identités exiliques, diasporiques, etc. Ces identités sans domicile fixe. On a ça effectivement chez tout un tas de penseurs. Je citais dans le petit papier de présentation de la table ronde d'Étienne Tassin, qui était un philosophe qui avait beaucoup réfléchi, théorisé sur la question de la migration et de ce qu'il appelle une cosmopolitique, c'est-à-dire en fait la possibilité de définir de nouvelles identités qui ne seraient plus par allégeance à un État-nation, à une culture nationale, mais qui seraient des identités en quelque sorte interstitielles à travers le voyage, à travers le déplacement, à travers etc. Donc ça c'est une figure qui devient extrêmement présente dans la pensée contemporaine. Un peu trop idéaliste. Alors voilà, un peu trop idéalisé. Parce qu'on ne voit pas l'ancrage. Voilà, au risque de penser que finalement nous aspirions tous en quelque sorte à être nomades, migrants, voyageurs, etc. Alors qu'en réalité, d'abord, ce sont souvent des migrations subies par l'exil politique, par la nécessité économique, etc. Donc ce n'est pas forcément des gens qui ont choisi de se déplacer, ou en tout cas le font par plaisir. Et puis, c'est oublié aussi qu'une partie, quand même si effectivement, le nombre de migrants a tendance à augmenter, mais la majorité de la population mondiale vit quand même, enfin, l'expérience culturelle de cette majorité de la population est quand même une expérience ancrée dans un territoire dans lequel ils peuvent sortir, dont ils peuvent sortir éventuellement pour des migrations ou des voyages de faible intensité ou de faible durée, mais qui sont fondamentalement ancrés. Et donc c'est une pensée qui aurait tendance à justement oublier que ce qui fait expérience et ce qui fait sens véritablement pour la plupart des gens sur cette planète, c'est quand même de trouver un lieu où ils peuvent être bien, avoir un travail, avoir une vie développer une vie familiale, etc. Et non pas être jetés sur les routes et apprécier, je dirais, l'expérience du nouvel existant. Il y a cette ambiguïté en fait dans cette valorisation de la figure du nomade. Voilà, moi je trouve que c'est des discours un peu. Pourtant j'aime beaucoup Deleuze, ce qu'il a écrit avec beaucoup d'intérêt, mais je trouve que cette problématique là du nomadisme, de la déterritorialisation est naïve parce que il y a en fait de la déterritorialisation, donc on voyage par exemple, voyage de tourisme, voyage d'immigration économique, mais il y a ensuite de la reterritorialisation, toujours ce que j'appelle le local, toujours une sorte de mouvement d'uniformisation et ensuite différenciation ou territorialisation, déterritorialisation et reterritorialisation. Et c'est là, c'est la question de l'identité, parce que je sais que c'est quelque chose qui souvent ne plaît pas du tout quand on dit la question de l'identité, notamment dans les milieux, je dirais, intellectuels de gauche. Bon, je ne suis pas du tout souverainisme par ailleurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'entends souvent des gens, des intellectuels, des philosophes qui disent la question de l'identité, c'est vraiment une fausse question, c'est vraiment quelque chose de détestable de penser en termes d'identité. Moi, je pense qu'on a tous besoin d'identité. Alors, c'est Simone Veil qui disait nous avons tous besoin
disait que le premier besoin de l'homme, c'est celui de l'enracinement. Alors, c'est la thématique de Daniel Finkielkraut qui va beaucoup insister sur la nécessité donc, de construire des identités culturelles et politiques qui soient bien ancrées. Je serais en partie d'accord quand même avec Finkielkraut. Dans la mondialisation, c'est sûr qu'il y a des flux, il y a donc une ouverture qui est procurée à tous les individus, mais les individus ont aussi ce besoin d'inscrire ces flux ou de les retraduire localement dans leur espace de vie, dans leur espace culturel. Donc je me méfie un peu quand même des propos sur le nomadisme, sur une sorte d'existence sans aucune racine, même si ces mots racines d'identité ils ont été douteusement utilisés au XXe siècle, mais je ne crois pas du tout, sauf seule une élite peut être déterritorialisée, seule une élite universitaire. Les gens qui sont visiting professors, qui circulent à travers toute la planète universitaire, ou les 3000 acheteurs d'art contemporain, ou les cadres supérieurs des grandes entreprises. Ou les cadres supérieurs des grandes entreprises. Il y a bien sûr une élite déterritorialisée, mais c'est quand même un petit monde quand même très étroit. Oui, mais juste une chose, parce que c'est vrai que... Pardon, tu voulais intervenir. Je rebondir là-dessus. Oui, je rebondir là-dessus, parce que je pense qu'il y a quand même une... Je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais je pense que précisément quand on a une réaction négative vis-à-vis de la question du nomadisme, etc., à mon avis, ça tient à une surinterprétation de certains auteurs postcoloniaux où on crée finalement une espèce de tigre de papier parce que les études postcoloniales en France ne sont pas très bien reçues dans un certain nombre de cercles, mais en réalité la question du nomadisme elle peut être réelle effectivement avec des gens qui circulent partout, mais l'intérêt des travaux d'Apadouraï par exemple, c'est de montrer qu'elle peut être complètement virtuelle, c'est-à-dire qu'il a travaillé notamment sur la question des Philippins et leur rapport à la culture américaine, des Philippins qui ne bougent pas, mais qui précisément par le biais de ces médiascapes, peuvent s'inventer une identité américaine complètement virtuelle pour le coup et sans bouger de leur île ou de leur ville. Et donc, ce n'est pas forcément des gens qui circulent. Mais l'intérêt en fait de cette problématique du nomadisme, c'est de dire que dans le monde contemporain, on peut avoir l'identité de son territoire où on habite, et puis grâce à ces médiascapes, on peut s'en créer une ou plusieurs autres d'ailleurs, y compris si on ne bouge pas. Donc l'idée du nomadisme... Disjonction entre territoire, culture... Alors, disjonction, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut être une conjonction, parce qu'on peut être les deux à la fois, en fait. Alors c'est vrai que si on prend la problématique du nomadisme avec justement ces gens qui circulent, c'est vrai, qui sont complètement déterritorialisés, ça paraît un peu aberrant, ou en tout cas exagéré, et puis on peut évidemment à un endroit dire que ces gens-là qui sont eux-mêmes déterritorialisés, Pazouraï, tous ces gens-là, ce sont des gens des élites des pays d'Asie du Sud-Est qui ont fait leur carrière universitaire aux États-Unis et qui théorisent autour de leur propre expérience personnelle, on peut très bien dire ça, mais il y a plus que ça derrière quand précisément ils vont articuler l'ancrage territorial qui reste et puis un ancrage virtuel qu'on peut s'inventer grâce précisément aux médias. Donc je trouve que c'est plus... Il ne faut pas trop caricaturer, même si évidemment les excès dans ce type d'argumentation sont évidents et c'est sûr. Oui, je vais mettre tout le monde d'accord encore avec les mots. François Schubert parlait du sens. Je voulais en parler juste avant, mais c'est très bien qu'il en ait parlé, parce qu'effectivement, je me réfère au livre collectif dirigé par Zaki Laïdi, La géopolitique du sens. Et en gros, pour résumer de façon un peu cavalière, en gros, il y a la mondialisation économique, il y a la lutte à certaine efficacité sur le plan économique. À elle, des régions non développées sont devenues des tigres, des dragons, etc. À la limite, il y a une sorte de croissance mondiale, même s'il y a des perdants, etc. Mais ça ne donne pas du sens. D'où ces replis identitaires. Alors, petite parenthèse, peut-être que ça donne du sens quand même, ce qu'on disait tout à l'heure, sur la consommation de masse. Il y a un sens individuel, un processus d'identification au consommateur qui a envie d'aspirer à des biens de consommation qu'il n'avait pas et qu'il essaye d'acquérir, et ça c'est peut-être universel. Mais en gros, à part ça, il n'y a pas de sens. Et du coup, ces replis identitaires, ou nationalistes, ou même infranationalistes, communautaristes, etc. Alors, ce qu'il propose, c'est autre chose. Il dit, au fond, il milite pour on est dans les années 90, pour des espaces intermédiaires
assez grand pour être efficace économiquement, mais, comment dirais-je, pas trop grand pour quand même donner du sens. Donner, comme exemple, l'espace européen, l'identité européenne, pourquoi pas à l'époque, on s'est déclaré que tout marcherait mieux, etc. Bon, peu importe sa conclusion. Mais déjà, bon, l'idée le rapport entre sens et espace, voilà, je crois qu'il y a quelque chose. Ce qui m'amène en deuxième lieu à la question de l'identité. Moi, je suis assez d'accord avec François, et je pense que Christine sera au moins d'accord partiellement sur un point. Et je trouve qu'on a eu un groupe travaillant des religions qui sur la question de l'identité européenne. Ça a choqué beaucoup de gens. Comment l'identité? Qu'est-ce que c'est un gros mot, c'est dangereux, etc. Ça dépend quel sens on donne à l'identité. Je crois que tout individu a besoin d'un processus d'identification. Après, on peut discuter. Eh bien, si l'identité, c'est uniquement un concept essentialiste, gravé dans le marbre, hein, nous sommes français depuis la Saint-Gécoïf, on n'a jamais changé, etc., nous sommes ceci et cela. Voilà. Si on prend, alors voilà, là je ne suis pas d'accord avec toi, si on prend le mot racine, on est foutu. Parce que c'est un côté physiologique, voir ce que les nazis ont fait, non. Mais dans un processus d'identification, lorsqu'on se réfère au passé, il y a les héritages. On aime bien le mot héritage. Chacun choisit le sien. On est tous européens, mais chacun ne choisit pas forcément le même héritage. L'un choisira plus l'héritage chrétien, l'autre plutôt l'héritage anticlérical. Après tout ça, ça fait l'Europe. Si on dit racine, on est foutu. C'est une question physiologique, c'est déterminé, etc., etc. Donc, et on en revient donc à la culture monde, il y a toute une série de processus d'identification dans cette culture monde. Et pourquoi pas ce processus d'identification a quelque chose d'universel au niveau de la consommation, au niveau de sa conception du monde, ça n'empêche pas un processus d'identification au proche, à une échelle de ça. Du coup, et je crois que la culture monde d'aujourd'hui montre comment, je reprends encore ton expression l'ici et l'ailleurs, comment l'ici et l'ailleurs a évolué depuis le XIXe siècle. Je ne monte pas plus haut. On a parlé tout à l'heure de l'exotisme. On ne peut plus parler d'exotisme. Ça ne veut pas dire que l'ailleurs n'existe pas, mais disons que l'exotisme, c'était une façon, disons, un peu folklorique, de s'amuser tout en se l'appropriant partiellement, d'un exotisme japonais, d'un exotisme chinois lorsqu'on était européen, etc., etc. Et en même temps, c'était une meilleure manière de se valoriser soi en tant qu'occidental. C'est fini ça. Ça c'est fini. C'est en gros fini. Ça, maintenant, ça évolue. Exotique pour les Chinois. Peut-être justement, mais tant mieux. Chacun. Mais en même temps, non, on n'est pas exotique parce qu'on est à la fois parfois éloigné culturellement et très proche parce que pourquoi pas, il y a des inspirations communes, des pratiques communes. On y a aussi des pratiques qui elles sont pas enracinées. Non, mais c'est eux qui viennent nous voir en oui. termes de en plus. Mais ça revient à ce que dit aussi Ludovic. Ce processus d'identification peut se faire aussi bien en se déplaçant, tout en restant chez soi, en regardant la télé, en regardant Internet. Et ça qui est intéressant, c'est comment la complexité de ces mélanges de processus d'identification chez chaque individu. Et ça, c'est peut-être nouveau, je veux dire, depuis 30-40 ans. On peut observer à la fois effectivement des phénomènes de convergence des sociétés, entendu au sens global du terme, y compris donc, en se plaçant sur un point de vue d'économie politique, et en même temps de différenciation, de fragmentation même à l'intérieur des sociétés, où finalement il y a des processus de distinction qui ne cessent de se fabriquer, de se combiner pour produire à chaque fois des différences. Voilà. Ça, c'est si on veut le processus, si on veut donner une définition à l'islamisme, c'est le refus de tout ça. À la limite, la religion est secondaire. Je dirais même l'interprétation de l'islam par l'islamisme, je dis pas secondaire, mais c'est le refus précisément de l'idée qu'on puisse emprunter à autre chose qu'à un imaginaire fantasmagorique inventé de la charia. Et donc la question se pose, pourquoi, il ne s'agit pas de mot islamique, parce que ça fait aussi dans les banlieues parisiennes ou lyonnaises, pourquoi ces phénomènes de repli extrême, de refus, je dirais, d'une certaine antimondialisation. Alors que les antimondialistes, ils ne s'appellent plus antimondialistes, ils s'appellent maintenant altermondialistes, et ils ont raison. Parce que je crois que dans ce qu'on appelle globalisation, donc ce processus d'uniformisation, différenciation, il y a deux types de localisation, enfin, il y a deux types d'identification locale. Soit c'est un local donc identitaire, fermé, local de repli, identitariste, donc de refus donc, de ce qui est perçu comme menaçant à travers ces flux culturels globaux. Soit il y a une deuxième type de localisation, c'est la localisation où les individus négocient entre le global et le local, donc cherchent à s'approprier
global. Et comment ils le font? Ils le font, je dirais, à partir de, disons, on va dire, d'une expérience sociale, d'une appropriation sociale. Je dirais que pour que le local ne soit pas un repli, pour qu'il soit quand même fait d'ouverture, il faut que les individus aient socialement les capacités d'opérer cette appropriation. Apanoura, il le dit, hein, parce qu'il a une réflexion aussi sur le social, sur, dans les quartiers parfois les plus pauvres de Bombay, comment il y a quand même des communautés de gens très pauvres qui arrivent à s'en sortir. Donc ce sont des mécanismes sociaux, soit d'entraide, soit de solidarité, soit de redistribution de richesse. Donc là, l'aspect, je dirais, culturel, on peut s'approprier les flux globaux localement si, je dirais, il y a des compétences sociales, ou le terme compétence qui n'est pas le bon, s'il y a disons, des mécanismes sociaux qui permettent cette appropriation. Voilà. Et chez les islamistes, il n'y a pas nécessairement, il y a quelque chose qui manque. Donc c'est les médiateurs sociaux, des mécanismes sociaux, scolaires, qui auraient permis à ces jeunes gens d'éviter de sombrer dans le local identitariste. Mais je crois que c'est ça qui fait la distinction entre le bon local et le mauvais local. On pourrait continuer tout longtemps entre nous, mais je pense que ce serait bien aussi de pouvoir dialoguer avec la salle s'il y a des gens qui veulent intervenir, des questions, qui veulent réagir. Oui, alors il y a une question, je suis surpris que vous n'ayez pas mentionné l'idée de soft power dans votre présentation, parce que finalement, quand vous parlez des États-Unis, il y a le soft power et comment des pays, par exemple, aujourd'hui émergents, peuvent créer un soft power. Alors, on le voit aujourd'hui avec la Chine qui fait ses instituts Confucius, pour les Russes, il faut une télévision, etc. Donc ça pose tout le problème de l'émergence de quelque chose qui va en dehors de l'État, parce que c'est un peu ça, le soft power américain, il ne passe pas par l'État, il passe par la création culturelle, liée à la culture américaine, au développement économique américain. Et puis on a des économies ou des espaces qui ont été contraints par des idéologies totalitaires, etc. Et puis aujourd'hui, qui émergent de ça, mais qui n'arrivent pas comment dire, à faire émerger leur propre culture. Alors, c'est un peu ça le problème. Est-ce que ça doit passer par des organismes du type la télévision russe dont on parle aujourd'hui, ou bien les instituts Confucius? Donc, comment peuvent émerger disons, ces cultures qui ont été je dirais pas marginalisés, et qui n'ont pas eu, qui n'étaient pas dans le monde dans lequel on était, voilà, 2 ou 3 décennies. Une question sur ce poème. Est-ce que Bruno, tu veux... Moi, je voulais faire une remarque. Je vous pose la question parce que, en vous écoutant, j'ai trouvé que la discussion était vraiment très intéressante, mais je me suis demandé, dans le fond, qu'est-ce que c'était que cette mondialisation culturelle. Et je me rends compte que j'aurais pris les choses un peu différemment, mais justement parce que vous l'avez pris autrement. Dans le fond, je me rends compte, j'ai travaillé sur les romans arlequins. Arlequin, c'est 87 langues, vendues dans 180 pays, inventées au Canada anglophone dans les années, à la fin des années 40. Si vous regardez, alors on se dit, c'est mondial, hein, on a partout du Arlequin, alors que dans le fond, la tradition du roman sentimental est quand même une tradition très européenne ou occidentale, pour un ami. Mais si vous regardez un peu dans le détail, vous découvrez qu'il y a une traduction en français pour le Canada français et une traduction en français pour la France. La même langue a 2 traductions différentes. Et vraisemblablement, je ne lis pas le mandarin, mais vraisemblablement, sur sa traduction. À côté de ça, on peut prendre les choses au courant, c'est-à-dire aussi se dire, dans le fond, je suis dans un restaurant à Paris, je mange des sushis, et si je vais venir dans la cuisine, j'écoute que tous les cuisiniers sont africains. Manger sushi, si je connais, les cuisiniers sont africains. Et j'ai lié un roman arlequin, dont l'idée a été inventée au Canada, traduit en mandarin, en écoutant dans mon casque
tête Michael Jackson, pour prendre un exemple parmi d'autres. Je vais dire, est-ce que c'est pas ça la mondialisation? C'est le fait que je vive dans un monde dans lequel les objets culturels qui m'entourent et que je consomme au quotidien viennent du monde entier. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait une mondialisation qui serait dominante, même si certaines particularités culturelles, et d'ailleurs dans les exemples que je prends, il y en a 3 qui viennent d'Amérique du Nord, mais que dans le fond, on est environné d'objets qui viennent du monde entier. On sait aujourd'hui que si vous regardez la discographie classique, il y en a un bon tiers qui est fait par des orchestres asiatiques. Et les meilleurs interprètes de Beethoven sont peut-être pas autrichiens. Ils sont vraisemblablement japonais coréens. Et j'ai appris par hasard un jour que les plus grands spécialistes de Pascal dans le monde sont japonais. Et pas français. Que les plus grands spécialistes de Flaubert sont l'université australienne. Donc est-ce que la mondialisation, c'est pas ça? C'est le fait que nous soyons environnés d'objets dont finalement on ne sait plus toujours très bien dans l'usage qu'on en a. Je ne dis pas que quand on réfléchit, on ne sait pas que Beethoven est autrichien, mais dans l'usage qu'on en a, on ne se pose plus la question de savoir quelle est l'origine géographique ou culturelle de ces objets. C'est ce que j'avais tout à l'heure. Je pose des disjonctions entre culture et territoire. C'est-à-dire que la culture que l'on consomme n'est plus forcément, n'est plus que marginalement issue du territoire dans lequel on vit. En réalité, elle provient d'autres lieux. C'est que quand j'ai été à Genève par le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines, qui m'a invité à dîner et qui m'a dit je vous emmène dans un restaurant français, et on est allé manger à couscous. Mais c'est normal, je veux dire, ça fait partie aussi de ce que j'appelle cette espèce de disparition de la, non pas du savoir, mais du vécu, de l'origine de l'objet qu'on consomme. Est-ce qu'on sait encore que Goethe est allemand, que Shakespeare est anglais? Bien sûr, on le sait. Il y a l'effet inverse, le slow food, donc il y a, la tendance inverse, quoi. Oui, bien sûr, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Ah oui, mais c'est les deux. C'est les deux. Mais c'est américain. Il y a 2 traductions en français, une pour le Canada et une pour la France. On pose des questions. Peut-être on répond déjà à ces 2 premières, et puis parce qu'il y avait aussi la question que vous aviez sur le soft power. Oui, une remarque sur le soft power. Pour moi, la notion de soft power elle est éminemment problématique parce qu'en fait, on a tendance à l'utiliser comme un objet d'analyse, enfin comme un concept d'analyse qui est en réalité un concept opératoire politiquement, parce que Joseph Nye qui l'a forgé, c'est un politiste, mais c'est aussi un acteur de la politique étrangère américaine. Donc il y a un côté, disons, c'est un concept qui pose problème dans son usage sur le plan scientifique. Moi, personnellement, je préfère plutôt le terme de diplomatie culturelle, parce que soft power a beaucoup d'ambiguïté. Et donc ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, dire que le soft power américain n'est pas lié à l'État américain, c'est pas vrai. Hein. La culture américaine ne se diffuse pas toute seule. Hein. Pour reprendre le cas du cinéma américain dont on a parlé tout à l'heure, depuis le début, c'est-à-dire depuis les années 1920 jusqu'à aujourd'hui, l'État américain a toujours été derrière son cinéma de façon extrêmement appuyée, et pas que derrière son cinéma d'ailleurs. Donc là, et puis dans les actions de diplomatie culturelle américaine, pendant la guerre froide évidemment, mais pas que pendant la guerre froide, l'État est toujours là. Le soft américain, c'est l'État d'État. Les expositions d'expressionnisme abstrait pendant les années 50-60, c'est la CIA qui les finance. Donc l'État est toujours présent. Pardon ? Des accords Bloomberg. Bien sûr, donc l'État américain est omniprésent là-dedans. Il y a une synergie avec les acteurs privés, ça c'est absolument clair, mais l'État américain n'est pas du tout absent, il est vraiment toujours là. Mais il y a quand même du spontané, parce que, bon, je ne sais pas, ma génération, on est poussé. Moi, je me souviens très bien, dans les années 50-60, l'émergence des films américains, de James Dean. Oui, mais c'est pas spontané, ça. Non, mais c'était un écart culturel, c'était par rapport peut-être à une société bloquée qui était, je ne sais pas, qui était la nôtre, et puis oui, mais une chose une société qui était déjà à notre stade. Bon. Et une chose est la façon je ne pense pas que ce soit instrumentalisé, que c'était instrumentalisé, vous voyez. C'était pas instrumentalisé, mais c'était. Enfin, moi je n'aime pas trop le terme instrumentalisé non plus, mais je veux dire, c'était destiné, effectivement. Il y a un terme que j'aime pas. C'est pour ça qu'il a invoqué la très non, mais je veux dire que
Non, parce qu'instrumentalisé, il y a le... C'est manipulé. C'est manipulé. Ouais, oui, C'est pas du tout oui. manipulé, mais c'est clairement utilisé par le gouvernement américain pour faire valoir l'American Way of Life. Donc ça là-dessus, que évidemment vous les ayez pas reçus comme ça, c'est normal. Sauf que la diffusion massive du cinéma américain, elle est liée aussi au fait que l'État est derrière son cinéma et qu'il obtient des semaines d'exclusivité beaucoup plus importantes pour lui. Et puis ça, qui négocient, qu'ils ont négocié avec un certain nombre de pays, notamment la Belgique, c'est connu, les accords de 1945. On vous donne des usines de montage automobile si vous ne développez pas le cinéma local. Si vous ne développez pas une industrie cinématographique américaine. Ce qui fait que les films belges sont filmés en France. absolument, ça c'est très clair. Hein. Les accords bilatéraux, effectivement, ne cessent d'être Tout à fait. Donc développés par les il y a une grande volonté d'imposer un cinéma, et les bagarres autour de, en France, sur la bagarre qu'il y a eu sur le fait qu'il y ait des contingents de films français ou européens maintenant, mais par rapport aux films étrangers, est une bagarre constante. Et ça, c'est dès l'entre-deux-guerres, parce que dans les années 20-30, la France, comme la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne, ont essayé de mettre en place des quotas. Ils ont été torpillés systématiquement par le département du commerce en disant attention, il y a les dettes interalliées, si jamais vous mettez trop de quotas, on vous demande de nous rembourser de manière anticipée. Et donc là, dans les autres domaines, il n'y avait plus rien à dire. Donc là, on tombe sur les questions d'asymétrie, qui sont extrêmement fortes. Hein, ça, il faut quand même dire qu'il y a une politique américaine, de même que quand les États-Unis, pour la première fois, ont remporté le Grand Prix de Nice, c'est pas un hasard. Ils ont mis le paquet d'argent pour que ça soit, je ne sais plus, Liechtenstein. Rauschenberg. Pardon Rauschenberg. Ils ont fait ce qu'il fallait pour. Oui, moi j'ai pas peur de l'expression soft power, même si c'est Joseph Knight qui l'a inventé pour des raisons générales. Parce que ce qui est intéressant, oui, plus large. Oui, peu importe ce que Knight avait en tête, parce qu'il a plein de choses en tête, mais c'est pas parce qu'il a ça en tête. Ce qui est intéressant dans cette notion, c'est qu'elle s'oppose à celle de hard power. Et hard power, attention, c'est le militaire, bien sûr, mais aussi l'économie. Hein, l'économie n'est pas dans le soft power, hein, et même si c'est pas armé, forcément armé. C'est dans le. Donc c'est pas mal de. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que si le soft power, entre autres choses, il y a une diplomatie culturelle, pas seulement, mais à la limite, c'est pas les États-Unis qui l'ont inventé, même si c'est eux qui ont inventé le terme, c'est d'une certaine façon, là je parle des États, je parle pas des sociétés, c'est la France. C'est la France. Dès la fin du 19e siècle, bon, je vais essayer. J'ai trouvé un. L'Alliance française. Voilà, l'Alliance française était restée. J'ai trouvé dans un archive britannique, dans les années 80 du 19e siècle, un papier, il est question d'Égypte, l'Égypte vient de passer protectorat britannique, enfin, pas encore officiellement protectorat britannique, mais déjà sous la mouvance britannique, les Français donc ont perdu, et le diplomate britannique dit oui, bon, les Français, bon, ils essayent en Égypte, ils continuent par, il ne disait pas le mot culture, parce que le mot culture n'était pas si développé, mais par des écoles, par des missions, etc. Ça, c'est bien français, ça. C'est bien français, ça. C'est ce côté jacobin, napoléonien, de l'État est partout, y compris dans ces questions qui relèvent du privé. C'est pas nous. Mais bon, à la limite, c'est peut-être parce qu'ils sont sur le plan économique pas aussi importants que... Ben voilà. Je crois qu'effectivement, si la France a inventé donc, cette diplomatie culturelle, c'est qu'elle devait sentir, quand je dis la France, les gouvernements, sentir que sur le plan économique, etc., ils commençaient à être distanciés, pas seulement par la Grande-Bretagne, ça faisait longtemps, mais aussi par l'Allemagne, les États-Unis, etc. Et bon, tout est perdu, fort la culture. Parce que là, il y avait effectivement une arme. Le British Council, c'est seulement dans les années 30. Et la diplomatie, alors, je ne parle pas sur le plan cinématographique, où effectivement il y a déjà ce protectionnisme américain dès l'entre-deux-guerres, mais la vraie diplomatie culturelle américaine, c'est entre fin de la guerre mondiale et début de la guerre froide. Alors là, du coup, ils y vont à fond avec des moyens modernes. Donc il y a peut-être une chronologie à faire pour voir cette émergence du secteur. Et puis, moi je trouve qu'il y a, moi je serais aussi d'accord avec vous, moi j'aime bien cette notion de soft power, notamment pour un point, c'est que, bon, ça signifie le pouvoir de séduction. Hein. On veut influencer l'autre par la séduction. L'influence est de la puissance. Voilà, et influencer l'autre par la séduction, ça veut dire qu'on rentre en contact avec l'autre pour le séduire. Et donc ça correspond tout à fait à ce qu'aujourd'hui veulent les États et les nations
Aujourd'hui, même les petits États, même les petits États-nations veulent avoir un dialogue, un rapport, pas équilibré, mais un rapport, je dirais, qui ne soit pas totalement inégalitaire quand ils rentrent en contact avec un pays comme la France, entre guillemets un grand pays comme la France, ou culturellement en tout cas, ou les États-Unis. Donc dans cette notion de soft power, ça induit, et aujourd'hui c'est important pour un État, pour bien fonctionner dans la mondialisation, un État aujourd'hui, même s'il est très gros, même s'il est très grand, même s'il est très puissant, il ne peut pas faire avancer, je crois, sa cause s'il ne prend pas en considération autrui. Donc c'est le problème de Trump, de l'Amérique. L'Amérique reste la première puissance au monde, mais avec son unilatéralisme, avec ce dédain pour beaucoup de pays, il sape complètement, je dirais, une grande partie de la séduction exercée par l'Amérique. Donc je trouve que dans la notion de soft power, ça me paraît intéressant. Et à l'inverse, effectivement, la France a depuis quelques années développé un discours extrêmement multilatéraliste, qui insiste sur la coopération culturelle, et qui souvent d'ailleurs est une sorte de fauné quand même pour continuer à exercer une diplomatie de rayonnement sous couvert de diplomatie d'influence, en disant effectivement ce n'est plus forcément la défense du français qui arrive en premier, mais regardez le multilinguisme, et en réalité on sait bien que c'est quand même la défense du français qui est primordiale. C'est la francophonie avec Macron. Les Français ont assez bien compris justement ce tournant multilatéraliste effectivement que prend la diplomatie. Sur le plan des idées, le basculement, c'est le rapport Rigaud. On passe de l'idée de rayonnement culturel à l'idée de dialogue et d'échange et d'interactivité. Ça a pris du temps quand même. Ça a pris du temps, mais se mettre en place. Aujourd'hui, c'est comme ça que les diplomaties culturelles. Et c'est pour ça aussi que du coup, c'est ce qui permet de comprendre la genèse de l'accord de l'UNESCO sur la promotion de la diversité culturelle. En fait, la diversité culturelle, c'est une manière de dire. C'est une manière de dire l'uniformisation, la standardisation sous bannière américaine, on n'en veut pas. Alors, Christine, il y avait une question aussi. Oui, ma question était en fait sur votre propre cheminement. Parce que si on part du postulat que vous nous avez bien expliqué, qu'il y a une culture monde, ou plutôt des cultures mondes qui sont plurielles, à partir du moment où on les a définis, où vous nous avez dit des périodisations, des inflexions, ça ne débouche pas forcément vers une homogénéisation, vous nous l'avez très bien montré. Est-ce qu'au point maintenant de votre réflexion scientifique, vous avez pensé, est-ce que c'est déjà dans le domaine des historiens du culturel, à réfléchir à tous les phénomènes que Robert expliquait fort bien, c'est-à-dire soit de résignation, soit de repli, soit de résistance à ces phénomènes de culture-monde. Et dans ces résistances, est-ce qu'on retrouve un jeu d'échelle quasiment cyrillélien, un jeu d'échelle, résistance locale, résistance identitaire, résistance nationale? Est-ce que le national ne va pas ressurgir sous la forme des résistances? Est-ce que vous en êtes déjà? Parce que finalement, quand on a fait un petit peu d'histoire de la construction européenne, on s'est focalisé pendant des années sur les contretemps et les temps de la construction européenne. Et puis, c'est très très récemment qu'on s'est dit, mince, il y a peut-être de l'euroscepticisme, de l'europhobie et des résistances à l'Europe et des anti-européens. Mais bon, on est venu très très lentement à tout ça, à appréhender, lentement quand même, à appréhender ces phénomènes. Bon, lentement à l'échelle de l'histoire de la construction européenne. Est-ce que vous, dans votre propre cheminement, vous êtes déjà aujourd'hui à étudier ces mouvements de repli, d'indifférence peut-être, ou de résistance à ces cultures-mondes? Merci Christine de poser cette question, parce que c'était précisément le deuxième axe de notre interrogation, mais bon, que je n'ai pas mis en avant, parce qu'en l'occurrence la discussion prenant bien et rebondissant facilement d'un intervenant à l'autre, je n'ai pas remis ça sur le tapis, mais effectivement il y avait un deuxième axe dans le questionnement initial qui était celui des obstacles, des résistances, des replis plus ou moins identitaires. On en a parlé des replis. Voilà. Alors j'ai des réponses, mais je vais quand même plutôt laisser les intervenants intervenir précisément. Moi je réponds souvent partiellement, parce que c'est très vaste. Effectivement, c'est être en relation avec l'Europe et l'identité européenne. Et tu parlais de retour du national. C'est compliqué le retour du national. Oui. Quel national? Quand tu as de l'infranational qui se veut national. La Catalogne, l'Écosse. L'Écosse, la Catalogne. Et l'exemple de l'Écosse,
faudrait pas que ça nous éloigne trop du sujet, mais l'exemple de l'Écosse est extrêmement intéressant, puisque au référendum de 2014, les Écossais, dans leur majorité, pas une énorme majorité, mais quand même une majorité assez proche, a voté contre l'indépendance. S'il y a un référendum maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Il aurait eu lieu juste après le référendum de 2016, ça s'est calmé, hein, mais les Écossais étaient furieux. Tellement furieux, ce qui montre bien que les identités, c'est pluriel dans le même individu. Un Écossais, il faut comprendre que tous les Écossais se sentent Écossais, évidemment, y compris ceux qui ne veulent pas l'indépendance. Tous les Écossais sont britanniques, y compris ceux qui, y compris ceux qui veulent l'indépendance. Il y a quelque chose de britannique en eux. Et ce qui est nouveau comme phénomène, et c'est seulement depuis les années 80-90, ils se sentent européens. Et ça, c'est récent, puisque en 75, au référendum de 75, les Écossais ont voté moins européens que le reste des Britanniques. Et il y a eu un basculement. Pourquoi? Parce que le Parti national écossais a compris que la carte européenne était l'intégration, etc. Donc, résultat, les Écossais, certains Écossais se disent, bon, au fond, les Anglais et les Gallois nous forcent à choisir entre notre identité européenne et notre identité britannique. Ben, c'est pas sûr qu'on choisisse les Britanniques. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que le national, ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'on veut dire par le national, y compris en Europe, on est supposé avoir inventé le national. Et je crois qu'on peut, tous ces problèmes d'identification complexes, on peut effectivement les transposer à l'échelle mondiale et pas seulement. Oui, sur la question des résistances, alors je pense qu'il y a deux choses. D'abord, c'est vrai que par exemple, si on prend le cas des États-Unis, où finalement il y a ce rouleau compresseur effectivement de l'industrie culturelle américaine, qu'elle soit par universelle ou pas, peu importe, mais en tout cas, souvent très largement avisée au moins universel. Il y a à la fois d'un côté, là on revient sur la question des asymétries, souvent une impuissance à endiguer cette diffusion massive, qui fait que ces produits se diffusent quand même et sont utilisés. Donc la résistance, elle n'est pas forcément dans le refus de ces produits, mais elle est après dans le résultat sur l'image américaine. Parce que concrètement, qu'est-ce qui se passe depuis les années 1920 jusqu'à aujourd'hui? C'est une montée en puissance continue des États-Unis et une dégradation continue de leur image. Donc aujourd'hui, on peut à la fois dire que ces industries culturelles américaines sont effectivement extrêmement diffusées, et en même temps, l'image des États-Unis n'a jamais été plus mauvaise qu'elle est aujourd'hui. Donc, ici, en France, mais dans une partie non négligeable du globe terrestre. Donc, pas seulement. Voilà, donc la résistance, elle peut s'exprimer à travers, disons, une utilisation des produits. Je pense que l'islamiste de base, si je puis dire, aura sans doute un iPhone, mais évidemment, on va développer un discours ultra anti-américain. Donc, les deux, enfin, entre guillemets, sont peut-être contradictoires philosophiquement, mais dans les faits, ils sont combinés. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième chose, la question de la résistance, c'est pas... Je n'aime pas trop le terme de résistance, ça va me faire un peu refrain, mais si, bien sûr, le terme de résistance existe, mais moi, personnellement, je me suis plutôt... Résistance ou de Widerstand? Je me suis plutôt intéressé à la façon dont des cultures nationales, locales, peuvent utiliser une partie d'un ingrédient américain pour reconstruire quelque chose d'autre. Ce qui, dans un sens, est une façon de résister, puisqu'on sélectionne ce qu'on veut. Mais donc, la résistance ne veut pas dire uniquement, effectivement, blocage, ne serait-ce que parce que le blocage, il est extrêmement compliqué quand il y a une situation de domination peut-être. Donc après, la résistance, elle peut s'exprimer dans la façon dont on sélectionne et dont on reconstruit complètement, voire même dont on utilise, puisque, je ne sais pas si vous prenez le cas des musiques brésiliennes des années 70, on a à la fois le mouvement tropicaliste, quelque chose qui est extrêmement influencé par la musique américaine, mais en partie par la contre-culture américaine, et qui va en fait utiliser l'industrie musicale américaine pour se mondialiser elle-même. Donc c'est une forme de résistance, mais en même temps c'est une forme de résistance qui réutilise à son profit. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir peut-être une vision un peu large du terme de résistance. Comme le mouvement altermondialiste est un mouvement par définition mondialisé, qui utilise tous les outils et qui a dû changer de terme, c'est intéressant. Le mouvement altermondialiste se disait anti-mondialiste. Il était anti, il est devenu alter. Et c'est difficile de lutter contre l'oxygène. Je veux dire, notre oxygène. Mais il l'a fait très tôt, ça. Il l'a fait très tôt, dès la conférence de Seattle en 99. Ça, je m'en souviens très bien. Ils ont compris tout de suite qu'effectivement, il fallait complètement changer de logiciel. Ah oui, c'est intéressant.
Et tous les discours sur l'identité, je pense notamment à la manière dont cette notion est revenue très fortement dans le débat public français, quelque part dans les années, il y a une dizaine d'années, mais également quand on commence à parler vraiment d'identité européenne, c'est le tournant des années 80, et c'est pas non plus complètement au hasard, c'est-à-dire que c'est au moment où quand même on commence à prendre conscience de la menace que fait peser justement l'industrie culturelle nord-américaine, et où les Européens se disent il faudrait quand même peut-être essayer de faire quelque chose, de défendre quelque chose qui s'appelle une identité culturelle européenne. Donc souvent quand on parle d'identité, ce sont précisément des formations réactives au sens presque freudien du terme, c'est-à-dire que c'est sous le coup d'une menace réelle ou supposée, venue de l'extérieur, que l'on commence à se dire mais finalement on a des choses en commun, on a un héritage commun, on a un patrimoine commun, on a etc., des choses, des valeurs qu'il nous faut protéger parce qu'elles sont menacées de disparition. Donc c'est souvent quand même un réflexe de réaction. Sont toujours emboîtés, parce qu'on parlait de la Catalogne, les Catalans ils se disent très européens et en même temps ils veulent une identité infra-espagnole, ils veulent un sentiment d'identification à un territoire plus étroit, et une culture plus étroite que la culture espagnole. Donc bon, comme je le disais tout à l'heure, T.S. Eliot disait que le XXe siècle sera le siècle des cultures régionales. Je pense que le XXIe siècle restera le siècle des cultures régionales. Alors c'est à la dimension soit de la nation, soit peut-être d'un ensemble un peu plus large, peut-être l'Europe, mais je ne crois pas du tout à une perte des solutions, des repères culturels locaux. Régionaux. Ouais. Il y avait une question. Je suis venu ici, comme je vous le disais, parce que le terme de mondialisation m'avait un peu attiré, et je suis toujours quand même un tout petit peu déçu, en ce sens que vous ne posez pas la question de la mondialisation en rapport avec les réalités concrètes que nous vivons. C'est-à-dire, on n'a presque jamais employé le mot multinational, etc. Personne ne sait, vous ne vous êtes pas posé la question, mais comment sont organisées les multinationales. Je suis toujours attaché, moi, au fait que nos idées sont le reflet des rapports de production, et il faut bien comprendre que moi, personnellement, j'ai compris maintenant que j'adhérais au système développé par Galbraith, c'est-à-dire que toutes les sociétés modernes se distinguent par une division en deux grands blocs, le système planificateur, le système de marché. Et à partir de là, Galbraith dit que c'est le système de planificateur qui fait tout, qui décide de tout, et qu'il le fait par le biais de contrats. Il dit très bien, le contrat, c'est maintenant la seule chose que font les multinationales. Elles font des contrats. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, un jour à la radio, j'ai entendu Carlos Ghosn qui disait qu'il ne cherchait plus des ouvriers, qu'il cherchait des sous-traitants. Aujourd'hui, la production n'est pas organisée comme par le capitalisme, par un contrat de travail avec des individus, elle est organisée par un système planificateur qui passe des contrats avec un système de marché. Alors vous avez cette dualité qui envahit tout le monde entier. Et là, la mondialisation, je crois que la mondialisation américaine, c'est essentiellement la mondialisation de cette façon de produire. Les Américains sont les premiers, à mon avis, historiquement, qui sont rentrés dans ce système et qui maintenant l'exportent partout. Mais la grande difficulté de ce système, c'est qu'il faut qu'il y ait un système de marché à exploiter. Et le système de marché, comme le dit Galbraith, ce sont des petites entreprises où, là encore, le patron dirige directement ses ouvriers. Dans toutes les autres façons, ce sont des holdings. Les multinationales ne savent rien presque de la production qu'elles gèrent. Hein, enfin, rien. Avec l'informatique, elles savent pas mal de choses. Non, mais elles savent la gestion. Elles connaissent, elles savent faire les additions. Ça coûte tant, je vais plus le vendre tant. Ça, ils savent faire. Il faut organiser les chaînes quand même. Oui, ça, ils savent signer des contrats, ils savent faire des contrats. Et à partir de là, on peut voir que les idées que vous avez évoquées, notamment cette idée du système monde et du système universel, si on peut dire. Le système monde, je pense que c'est encore, il n'y a pas un système universel général. Les Américains n'ont pas encore réussi à imposer, alors imposer en même temps les autres acceptent,
ce système de production, comme il est développé par Galbraith. Par conséquent, vous voyez encore qu'il y a des groupes où effectivement, mais ces groupes-là sont déjà eux-mêmes des systèmes cohérents de multinationales, si on peut dire. Et aujourd'hui, on a tendance à voir disparaître ces systèmes mondes par rapport aux grands systèmes. C'est-à-dire qu'en gros, on retrouve un peu l'idée de Hegel que l'esprit des peuples n'est qu'un moment de l'esprit du monde. Donc c'est le capitalisme mondialisé. Non, non, c'est pas du capitalisme. Le capitalisme, c'est le système de marché. Il ne se mondialise pas, lui, le système de marché. Et justement, c'est le système planificateur dont les multinationales sont l'expression, et qui est en général de nationalité américaine, mais il y a aussi quand même des grandes multinationales qui ne sont pas qu'américaines. C'est ce système-là qui fait fonctionner le monde. Ce n'est plus le capitalisme. On ne cherche plus, soi-même, les grandes multinationales ne cherchent plus des ouvriers, elles cherchent des sous-traitants. Et naturellement, aujourd'hui, la mairie, et à partir de là, ces systèmes planificateurs sont des systèmes dans lesquels les gens sont mieux traités que dans le système de marché. Donc il faut à tout prix que le système planificateur ait encore des systèmes de marché à exploiter. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle peut-être l'impérialisme américain, mais il est surtout l'impérialisme des multinationales qui cherchent à tout prix à s'implanter partout. Et il me semble que cette idée de mondialisation, il faut la voir plutôt comme cela que de la voir comme un système presque inéluctable, quoi. La culture sera forcément mondialisée, etc. On était dans les superstructures. Oui, il faut commencer, à mon avis, il faudrait commencer par bien décortiquer ce point global avant de pouvoir rentrer dans les détails. Alors, petite remarque de détail, vous avez peu parlé. Vous avez peu parlé, non, je suis absolument contre l'économie. Pour moi, l'économie est l'opium du peuple. Je suis absolument contre l'économie. Mais ce que vous n'avez pas parlé, c'est que vous n'avez quand même pas parlé de la langue. Mais parler de mondialisation culturelle sans parler des langues, ça me paraît quand même un peu un manque dans la discussion d'aujourd'hui. Excusez-moi de reprendre. Forcément, la dimension linguistique est effectivement une dimension importante de ces questions culturelles, mais on avait déjà beaucoup d'aspects, de questions à aborder, donc on ne l'a pas effectivement abordé. Après, juste pour signaler une chose, c'est que là, il faut aussi qu'on avoue nos limites, parce qu'on porte bien sur la culture moins. Personnellement, mes connaissances en matière de multinationales américaines, de fonctionnement, je dirais, sur leur fonctionnement interne, sont absolument nulles. Donc, c'est tout à fait à dessein que je n'ai pas à prendre cette question. Moi, je ne connais pas de détails, je connais simplement la parole de Carlos Ghosn, je ne cherche plus des ouvriers, je cherche des sous-traitants. Et j'ai lu les mensonges de l'économie de Galbraith qui explique ce système planificateur, système de marché. Il me paraît extrêmement difficile comme analyse. Le domaine qu'on a essayé effectivement de circonscrire, de labourer durant cette deuxième table ronde, c'est véritablement la mondialisation culturelle et l'aspect culturel de la mondialisation, parmi lesquels, effectivement, on aurait dû, pour le coup, vraiment dire un mot de la question linguistique, des rapports de force entre les langues, etc., l'hégémonie de l'anglais, par exemple, l'hégémonie pas forcément d'ailleurs complète, enfin bref, voilà, tout ça aurait dû être abordé. La question philosophique. La question philosophique. Pourquoi vous parlez de la mondialisation? Pourquoi vous êtes pour une prochaine fois. Prochaine table ronde. En tout cas, je remercie vos intervenants et le public. Et voilà, j'espère qu'on aura un prolongement sous forme de publication. Oui, l'étape ultérieure. Je vous écris très vite. Merci. Disait Galbraith. Oui, Elle compris ce qui n'était pas nécessaire. Le mensonge de l'économie, c'est justement, on est plus en système capitaliste.